Bonjour à tous, je vous propose de débuter cette réunion. Ça fera venir les retardataires. Je me présente Jessica Jacobi-Coali. Je suis en charge de l'animation du réseau professionnel Coach CoPro à l'Agence parisienne du climat. Et nous sommes ensemble pour 1 heure pour aborder une nouvelle fois la thématique de la surélévation à Paris cette fois avec retour d'expérience. Et nous recevons aujourd'hui Vincent Furère. Donc, bonjour Vincent et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Jessica de m'avoir invité pour ce sujet complexe et dont on a parlé plusieurs fois, mais sous un autre angle. Donc aujourd'hui, Exactement. on va aborder d'autres sujets un peu plus précis. Exactement. Donc, pour ceux qui étaient là le 8 avril dernier, nous avons reçu Alexandre Reynaud, architecte foyer de la ville de Paris. Je vous ai mis le replay de cet événement donc, qui est disponible sur notre chaîne YouTube, ainsi que l'ensemble des solutions pro et événements qu'on a réalisé en webinaire depuis le mois de mars, donc depuis le début du confinement. Nous sommes ensemble pour un cycle de solutions pro quasiment chaque semaine. Je vous mettrai un peu plus tard le programme. Donc le programme de la matinée, en tout cas de l'heure, je vais vous présenter l'Agence parisienne du climat et puis Vincent vous fera un retour sur le programme qui a été mené dans le 15e arrondissement, qui fait un peu suite à l'ensemble des points que nous avons abordés avec Alexandre Reynaud au mois d'avril dernier. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc on est une association. On a été créé en 2011 à l'initiative de la ville de Paris pour accompagner la mise en œuvre du plan climat-énergie. Donc on intervient sur un certain nombre de volets, comme le changement climatique, comme le bâtiment. Donc c'est un peu la thématique aujourd'hui avec généralement la rénovation énergétique, mais pas que, la végétalisation, le rafraîchissement à l'échelle du quartier. Et on travaille, on touche un public assez large, donc des particuliers, des professionnels, mais également des décideurs locaux à Paris et également à l'échelle de la métropole du Grand Paris. Afin d'accompagner les copropriétaires, donc nous sommes une équipe de 25 salariés à l'Agence parisienne du climat, donc 5 conseillers qui accompagnent les copropriétés dans leur projet de rénovation énergétique grâce, en tout cas, à l'aide de la plateforme Coach CoPro, donc qui s'adresse à la fois aux copropriétaires, aux membres du conseil syndical, mais pas que, également aux gestionnaires de copropriété. Et pour les professionnels, ça permet aussi de favoriser les échanges entre professionnels, comme aujourd'hui, où on organise des événements pour vous, qui vous sont dédiés sur différentes thématiques. Ça vous permet aussi de rencontrer d'autres professionnels. Initialement, c'était en physique et en présentiel. Malheureusement, au vu du contexte actuel, on préfère maintenir les webinaires. Peut-être que d'ici l'an prochain, on aura plus d'événements en présentiel. Le coach copro, toujours dans l'accompagnement, donc coach copro Ville de Paris, pour les maîtres d'œuvre qui sont présents, aux architectes bureaux d'études. La Ville de Paris a mis en place une aide financière pour les copropriétés de 5 000 € un chèque à l'audit pour les copros qui souhaitent réaliser un audit global ou un DTG. Donc, pour ce faire, 3 critères à respecter: être inscrite sur la plateforme Coach CoPro, pour rappel, plateforme web neutre, gratuite et indépendante, respecter le cahier des charges qui est mis à disposition également sur le site du Coach CoPro et avoir recours à un professionnel affilié à l'annuaire des professionnels. Donc, n'hésitez pas également à parcourir, vérifier si vous êtes bien inscrit, si vos informations sont bien à jour, et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à revenir vers moi ou modifier directement sur votre espace. Pour les événements à venir, donc la semaine prochaine, on va avoir le nouveau référentiel, le DTG, donc le travail qui a été mené par l'ARC, par le CINOP, par la compagnie des architectes de copropriété, et également l'Agence parisienne du climat. Donc vous allez découvrir ce référentiel avec Florian Kerbach qui est Camille Morel de l'ARC. 1er octobre, on va recevoir nos collègues des autres territoires de la métropole qui vont nous expliquer un peu ce qui est fait à leur échelle par les collectivités. Le 7 octobre, la rénovation des copropriétés 30 Glorieuses. Donc, c'est une étude qu'on a menée il y a 1 an maintenant et pour lequel on va vous expliquer les résultats de cette étude et tout ce qu'on a relevé autour de ces bâtiments. Et c'est notamment ces rénovations menées sur ce type de bâtiment. Et enfin, le 12 et 13 octobre, on vous propose une formation donc en collaboration avec l'UNSFA 75, mais également le GEPA, sur la formation à la rénovation énergétique des copropriétés, donc qui s'adresse
aux maîtres d'œuvre, aux architectes. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner directement sur le site et l'agenda de l'Agence parisienne du climat. Vous allez trouver le programme de la formation qui est sur 2 jours. Je vous en dis pas plus. Donc, je vais laisser la parole à Vincent. Je vous ai mis nos contacts. Donc, pour tout ce qui a trait au coach copro, n'hésitez pas à contacter mon collègue Laurent Prenet, l'Observatoire de la rénovation énergétique qu'on mène à travers la carte des copropriétés rénovées, c'est Benjamin Rogerol. Et puis, la porte d'entrée à l'APC, ça reste moi. Donc, si vous avez des questions, des précisions, des retours d'expérience, des visites du site que vous souhaitez partager avec nous, avec moi, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Vincent, je vous laisse partager votre écran, votre diapo. C'est parfait, on voit bien. Il faut simplement mettre en plein écran et activer ton micro. Voilà, vous m'entendez? Parfait. Bon. Ben, tout d'abord, je vous remercie. Je remercie l'Agence parisienne du climat et toi, Jessica, pour cette invitation. Merci à tous ceux qui sont présents avec nous ce matin pour ce moment d'échange. En quelques mots, avant de commencer, je vais vous présenter un petit peu Valarty. Alors Valarty, j'ai créé la société il y a 4 ans. Moi, je suis dans le secteur de l'immobilier depuis une vingtaine d'années, dont une moitié de mon temps chez un grand promoteur national. Et l'objectif de Valarty, c'est de créer des logements dans les grandes villes de France, où on n'a plus beaucoup de foncier, de manière intelligente, écologique, et en intégrant la rénovation énergétique. Donc il y a deux sujets qui nous intéressent, mais celui qui est d'actualité aujourd'hui, c'est la surélévation des copropriétés. Et je vous expliquerai les différents types de surélévation qu'on peut rencontrer et le message un peu flou aussi perçu par les particuliers ou les copropriétaires sur ce type de sujet. Et de ce fait, ça ralentit, si vous voulez, le développement de ces opérations par une communication qui est un peu floue. Voilà, donc on va commencer. Alors, le contexte général. Comme vous le savez tous, en tant que professionnels, on a un manque de logements dans les grandes villes de France. Et la surélévation est une solution à envisager, à développer. Je privilégie la surélévation par rapport à l'étalement urbain pour des raisons aussi écologiques. Et les copropriétaires aujourd'hui et les copropriétés sont confrontés à la rénovation de leur actif et ont des difficultés économiques pour pouvoir le faire. Ils ont la volonté de le faire. Alors, le gouvernement, l'Agence parisienne du climat a mis des aides financières en place, mais malheureusement, ce n'est pas forcément suffisant pour certaines. En sachant que dans les grandes villes, la pression est beaucoup plus forte du fait que entre guillemets, les passoires thermiques sont beaucoup plus présentes. Donc, la réponse qu'on souhaite apporter, c'est comment fluidifier ce type de construction pour favoriser la rénovation énergétique des copropriétés. Alors, le dossier dans lequel on va rentrer dans le vif du sujet est celui dans le 15e arrondissement. Alors, c'est une copropriété avec laquelle on est rentré en contact quand même, il y a pas mal de temps. C'était en 2016, au début de la création de Valarty, qui avait déjà rencontré des opérateurs plutôt marchands de biens qui étaient sur ce type de sujet-là, mais ils n'avaient pas trouvé d'accord. Et donc, on est rentré en second rideau et on a trouvé un accord du fait de la présentation de notre montage. Je vous expliquerai tout par la suite. Donc, contextuellement, la copropriété, comme vous le voyez, est située entre 2 bâtiments, dont un qui fait R+6 sur gauche. C'est vraiment la définition de la dent creuse. Avec derrière, on a une cour d'une partie commune d'une copropriété qui fait qu'au niveau vis-à-vis, on est complètement neutre. Donc, on n'a pas de problématique de servitude de vue. La copropriété est détenue par principalement que des copropriétaires, la moitié en location. Et ils ont une problématique, bien entendu, énergétique, du fait que leur toiture fuit, du fait que leur toiture n'est pas du tout isolée. Les parties communes ont beaucoup de mal à être entretenues et la façade également. Donc, on est rentré en contact avec eux et on a avancé sur le sujet de pourquoi vous ne vendriez pas votre droit de surélévation afin de trouver une solution financière pour rénover votre copropriété.
Alors, les freins qu'on a rencontrés sur cette opération, qui sont des freins qu'on rencontre de manière générale sur l'ensemble de ce type de projet, il y a 3 grandes familles. On focalise beaucoup sur la partie technique, sur les communications de ce type de projet, mais ce n'est pas forcément pour moi le frein le plus important, sachant qu'on a quand même pas mal je pense qu'il y a beaucoup d'architectes qui sont derrière l'écran, de techniciens. On a quand même les compétences aujourd'hui pour trouver des solutions techniques pour développer ces projets-là. Le point administratif et le point financier sont peu évoqués. Et pour moi, ce sont les 2 points sur lesquels il faut accentuer la communication et sur lesquels il faut être vigilant vis-à-vis des copropriétaires et faire preuve de beaucoup de pédagogie. C'est ce qu'on essaie de faire. Donc, au niveau du administratif, il faut se mettre dans le contexte. Il faut se rappeler quand même que les copropriétaires ne sont pas des professionnels de l'immobilier, même si dans certaines copropriétés, on peut rencontrer des avocats ou des architectes qui sont de la partie. La majeure partie ne comprennent pas les différents mécanismes. Et donc, le discours doit être plutôt simple pour qu'ils puissent intégrer et comprendre les différentes étapes de ce type de projet. Alors, ce qu'on essaie de faire, je vous expliquerai après les actions qu'on a mises en place, c'est qu'on rappelle déjà ce qui existe aujourd'hui, le vote, comment se fait ce type de vote, les montages juridiques qu'on va mettre en œuvre, les risques juridiques que prennent les opérateurs et les copropriétaires sur ce type d'opération, la durée des étapes. Ça, c'est on va dire, le point administratif principal qui est un peu bloquant dans le processus, mais si on apporte des réponses claires et pédagogiques, la situation se débloque rapidement. Et le deuxième sujet, vous avez évoqué lors de votre dernière réunion avec l'Agence parisienne du climat, et la délivrance des autorisations administratives. Donc ça, c'est un vaste sujet, on pourra l'évoquer également. Alors, les actions qu'on a pu réaliser sur cette opération et qu'on réalise sur les autres, donc au niveau du rappel des textes, on explique de manière très simple le vote. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, il y a eu quand même 2 points qui ont permis de débloquer ce type d'opération. Le vote qui permet de céder son droit de surélévation, qui est aujourd'hui à l'article 25 dans les grandes villes de France où le droit de préemption urbain est appliqué, ou en périphérie, Paris, Lyon, Bordeaux, etc. Et le deuxième sujet qui est le droit de priorité du propriétaire du dernier étage, qui auparavant était un droit entre guillemets, de blocage. Donc on rappelle ces 2 points-là de manière très simple et les copropriétaires comprennent, parce que c'est très compliqué aujourd'hui d'avoir l'ensemble des copropriétaires ou la totalité des copropriétaires qui soient favorables dès le départ. Il peut y avoir des récalcitrants ou des personnes qui sont apeurées. C'est souvent de la peur, hein. Donc avec là aussi de la pédagogie et de l'explication claire, la peur s'en va et généralement ceux qui étaient bloquants au départ comprennent complètement l'intérêt de ce type d'opération. Donc là, on rentre dans le côté juridique avec eux de manière pédagogique. Ensuite, on explique le montage juridique. Là aussi, beaucoup d'articles ont été faits, beaucoup de messages sont passés et donc les copropriétaires ne comprennent pas forcément qui fait quoi et comment est organisé ce type d'opération. Donc, on explique bien que Valerty est un opérateur immobilier qui agit en tant que maître d'ouvrage, promoteur, entre guillemets, et que ce n'est pas les copropriétaires qui sont en risque juridique sur ces opérations, que ce sont les opérateurs, l'opérateur Valerty qui prend les risques au total sur cette opération, aussi bien juridique que financier. Donc, on explique la différence entre les montages de promoteurs en VFA et également marchands de biens. Parce qu'il y a quand même certaines subtilités à expliquer aux copropriétaires et ce n'est pas neutre sur la suite et sur la mise en œuvre des projets, et surtout au niveau des assurances. Donc c'est un point extrêmement important et on n'en parle pas assez. Et ensuite, on rentre dans le détail encore plus précis au niveau juridique, c'est-à-dire la promesse de vente, le projet de promesse de vente, où on explique les différentes clauses, les différents points qu'on va indiquer dans la promesse, avec les études qu'on va réaliser, les permis de construire qu'on va devoir obtenir, la garantie financière d'achèvement qui va sécuriser aussi les acquéreurs des logements en VFA, etc. Donc, pareil, beaucoup de pédagogie, mais de manière très simple. Et le deuxième point, donc, qui est les autorisations administratives. Alors,
Dans Paris, on a quand même, ou dans les grandes villes, il y a un processus qui est plus long que dans certaines villes parce que vous avez beaucoup de paramètres. Entre autres, vous avez la direction de l'urbanisme, la mairie de l'arrondissement, les architectes des bâtiments de France, la commission du Paris, etc. Donc, vous avez différents intervenants qui ont un angle de vue différent forcément sur chaque projet. Donc, c'est très important, c'est ce qu'on a pu retenir, d'aller voir chacun de ces services en amont de manière indépendante, travailler avec eux le projet, pour éviter, on va dire, le ralentissement du processus. Et en feedback, nous, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on explique aux copropriétaires, parce que pour qu'ils comprennent aussi le délai, ce qui se passe en arrière-plan avec les différents services, pour qu'ils comprennent les différents échanges et pourquoi le dossier ne va pas aussi vite qu'ils veulent, etc. Donc, il y a là aussi un gros travail de préparation au niveau administratif, mais vous en avez, je pense, parlé la dernière fois, parce qu'entre les règles sèches, on va dire, du PLU et la finalité du projet, il y a parfois des différences, même souvent des différences. Et donc, le dialogue entre les services et les opérateurs sont essentiels. Le deuxième point, le deuxième axe, on va dire, qui intéresse les copropriétaires et qui est nécessaire aussi d'aborder pour fluidifier ce type d'opération, est la partie financière. Là aussi, il faut qu'on soit clair et transparent avec eux pour aller vite dans le processus. Sinon, c'est la course à la surenchère et au final, les opérations ne fonctionnent pas. Et une fois qu'on a identifié cette valorisation de l'actif, on rentre dans le détail sur la clé de répartition, comment est réparti ce gain financier entre les copropriétaires et les travaux. Donc ça, je vous expliquerai parce qu'en fonction de chaque copropriété, vous avez une clé de répartition qui peut être différente en fonction des besoins, des attentes de chacun. Donc nous, pour entrer dans ce sujet du côté financier, ce qu'on fait avec les copropriétaires, c'est là aussi, on rentre dans le détail de manière pédagogique, en étant complètement transparent sur notre bilan d'opération. Donc, on explique de manière simple comment est structuré un bilan d'opération d'un opérateur immobilier, quelle est notre marge. Donc, on est complètement clair et transparent là-dessus. Et comment est déterminée de ce fait la charge foncière en termes techniques ou alors la valorisation de leur droit de surélévation. Et du coup, vu qu'on est complètement transparent avec eux, ils comprennent que c'est clair et ils comprennent aussi comment est calculé ce type de valorisation et comparent avec certaines offres qu'ils auraient pu avoir au préalable et comprennent lesquelles sont véridiques ou pas. Ça, c'est l'aspect, on va dire, comment on détermine le droit de surélévation. Ensuite, vous avez l'aspect les travaux, ce qui va déterminer plus tard la clé de répartition. Il y a des travaux qui sont nécessaires et obligatoires pour ce type d'opération, entre autres la façade, le ravalement de façade et la reprise des parties communes. Parce que lorsqu'on crée des logements au-dessus qui sont neufs, qu'on dédie à la vente et qu'on dédie à des familles ou à des personnes qui veulent habiter dans la nouvelle copropriété, il est nécessaire, on ne peut pas vendre des appartements si la partie basse n'est pas rénovée complètement. De ce fait, on intègre également la rénovation énergétique d'office et obligatoirement au niveau de la toiture. En tant que technicien, vous le savez, la déperdition de la toiture, c'est un des postes les plus importants. Donc, on comble immédiatement ce poste par la surélévation, en créant des vides techniques, etc. On pourra rentrer un peu dans le détail. Et le ravalement de la façade, là, c'est un sujet parce qu'il y a des bâtiments qui s'y apprêtent, les bâtiments des années 70 où les façades peuvent être rénovées en ITE, mais concrètement, sur le cas du 15e arrondissement, on ne pouvait pas le faire. Parce que la façade avait une certaine écriture et de ce fait, on ne pouvait pas traiter la rénovation par l'extérieur sur la façade. Bon, on fait bien sûr un ravalement en sachant que sur l'intérieur des logements qui sont des parties privatives, certains copropriétaires, je pense, feront des rénovations sur leur intérieur et les fenêtres, bien sûr, seront changées. Donc, on aura traité quand même certains postes qui sont importants, la toiture et les fenêtres, sur le côté rénovation énergétique. Alors, sur l'aspect financier, je souhaite préciser quelque chose. Le flux financier de ce type d'opération. Il y a différents montages là aussi. Dans le 15e arrondissement ou sur les autres opérations, nous, on achète le droit de surélévation aux copropriétaires. Ils ont un montant qui est réparti entre eux en fonction des tantièmes qu'ils détiennent. La quote-part des travaux, les travaux qui seront réalisés directement par Valerti en tant que maître d'ouvrage sur l'existant.
Donc, on est à MO, on va dire, sur la partie existante, et maître d'ouvrage sur la partie surélévation. Pour des raisons à la fois de gestion de chantier, parce que vous avez un même maître d'ouvrage sur l'ensemble du bâtiment, donc c'est beaucoup plus simple, et pour des raisons également d'assurance. Parce que quand vous faites un projet de ce type-là, sur l'existant avec en plus un site occupé, vous devez contracter des assurances beaucoup plus importantes. Donc, entre autres, la dommage ouvrage, elle ne se contracte pas uniquement sur la surélévation, mais on la contracte sur l'ensemble du bâtiment. La GFA également, on intègre les bâtiments, les travaux de l'existant dans notre garantie. Et au niveau du planning et de la gestion du chantier, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Ce n'est pas forcément le cas tout le temps, ce type de montage. Hein. Donc, c'est pour ça que je vous le précise. Et les copropriétaires comprennent l'intérêt de ce type de montage, et les syndics également, en sachant que les syndics ne sont pas complètement mis de côté. Ils ont des missions complémentaires à mes côtés, bien entendu. Alors, la partie technique, il y a 2 points qui sont importants, mais qu'on croise généralement avec le juridique. Ce sont le nombre des tâches qu'on va réaliser et la gestion des travaux en site occupé, surtout en zone urbaine dense, où on a peu de place pour gérer tout ce chantier. Alors, sur le projet du 15e, on va démarrer les chantiers début d'année, janvier. Donc, je ferai certainement intervenir Jessica ou l'agence parisienne sur site pour des reportages, ou pour que vous ayez un retour aussi sur la mise en œuvre du chantier en cours. Et vous pourrez, on verra si on peut organiser aussi une visite sur place. Sur le sujet du 15e, on avait la possibilité au niveau du PLU de monter extrêmement haut, en sachant qu'en plus on a des dérogations au niveau de la loi qui permet de se mettre au faîtage. Mais entre le papier et la réalité, il y a 2 mondes. Et structurellement, vous le savez, il faut que le bâtiment puisse supporter la surélévation. Donc, on est parti sur une hypothèse de 2 étages dès le départ, et également pour des raisons d'accessibilité. Je vais entrer dans le détail. Alors, là aussi, c'est important de déterminer dès le départ les niveaux, parce que ça va déterminer votre valorisation et ça va déterminer également le montant que vous allez donner aux copropriétaires lors de l'achat du cession de droit de surélévation. Donc, si dès le départ, vous prenez une hypothèse qui est faussée et que vous dites, voilà, je monte de 4 étages, alors que vous savez très bien que structurellement et techniquement, vous n'aurez que 2 étages, déjà, vous partez sur quelque chose qui n'est pas clair. Donc, c'est très important dès le départ à la fois de croiser le PLU, la structure du bâtiment, et d'aller voir les services d'urbanisme pour voir comment ils interprètent aussi la lecture du projet au niveau plutôt architectural et principalement au niveau de l'intégration urbaine. Et une fois que vous avez déterminé ces niveaux-là, on peut rentrer dans le détail et on peut justement valoriser le droit de surélévation. L'accessibilité au logement, alors il y a des dérogations également. On a eu le cas sur le 15e. On a 2 étages et on crée un 4e et un 5e étage avec au-dessus un jardin d'hiver, et on le fait sous forme de duplex. Ça nous permet d'éviter la création d'un ascenseur également, et de toute manière, techniquement, on n'aurait pas pu intégrer l'ascenseur dans le bâtiment du fait que la cage escalier est vraiment, vraiment petite, même si sur certains autres dossiers, on intègre des fameux ascenseurs parisiens de 2 ou 3 personnes. On peut le faire en découpant l'escalier. Là, c'était vraiment techniquement impossible, donc il fallait qu'on trouve une solution d'accès. Et c'était très compliqué de mettre un 4e étage sans ascenseur. Donc, on a privilégié les duplex sur des logements familiaux. Donc, ça aussi, il faut l'intégrer dès le départ. Et un autre point qui est important, c'est le lien entre votre surélévation et l'existant. Donc là, dans le 15e arrondissement, on a privilégié un vide technique d'une 50-60 cm qui va permettre plusieurs choses, qui va permettre de travailler sur l'isolation thermique, l'isolation phonique, et qui va également permettre de faire passer tous les fluides des 2 grands logements familiaux créés, et de ne pas forcément se reconnecter sur les fluides existants. Parce que même si on fait un diagnostic des fluides existants, on sait qu'à chaque fois, on a une problématique de raccord, et donc on crée vraiment des fluides indépendants pour ne pas surcharger les fluides existants. Et donc ça nous aide, ce vide technique nous aide à le faire.
Et bien entendu, le processus de construction, je privilégie l'ossature bois pour plusieurs raisons. Pour la dimension, bien sûr, écologique, pour la mise en œuvre du chantier qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile en urbain, on va dire, ou en zone très dense où on a très peu d'accès. Et on a une rapidité du gros œuvre que vous connaissez d'un mois et demi environ de mise en œuvre. Donc tout ça, ça rassure également les copropriétaires. Et on privilégie également les toitures végétalisées. Parce qu'une des idées, une des motivations, c'est de reconnecter, on va dire, la nature et la ville par ce type de terrasse, ce type de projet. Alors, là aussi, les terrasses végétalisées, il y a un sujet complexe. Bon, on ne va pas rentrer forcément là-dedans aujourd'hui, sur l'approche architecturale des toits de Paris. Donc, on peut combiner l'ancien et les modernes. Bon, il y a des sujets à traiter et des solutions à trouver. On a plusieurs sujets là-dessus, dans le 16e, entre autres, on pourra en parler. Voilà. Mais dans le 15e, on est parti sur un toit terrasse où on peut se permettre de végétaliser et d'apporter de la nature dans le projet. Alors, donc ici, vous voyez les deux étages existants. Et donc, on surélève. Donc ici, vous avez un premier duplex et deux grands T4 familiaux. Un deuxième duplex avec des jardins d'hiver qu'on ne voit pas de la rue. Et on végétalise la toiture qui est privative. Et donc, on a gardé, on va dire, un rythme au niveau des hauteurs des bâtiments voisins. On aurait pu monter jusque-là au niveau réglementaire, mais ce n'était pas cohérent au niveau de l'article G11. Donc, on est resté sur un rythme cohérent pour le rythme des façades et le rythme des bâtiments. Et vous avez donc sur la partie basse, vous avez une grande pièce de vie et cuisine, et en haut, vous avez 3 chambres, 2 salles de bain, avec un accès directement par un édicule via le jardin d'hiver. Et donc, bien sûr, on rénove donc toute la façade, les parties communes, la porte, enfin voilà. Donc, l'immeuble est remis complètement à neuf. Et ce gain, si vous voulez, en nature, vient en complément du gain financier de la cession du droit de surélévation auprès des copropriétaires. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop rapide pour vous, que j'étais assez clair. De toute façon, si vous avez des questions, on va échanger. Oui, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, je n'ai pas précisé, mais il y a l'onglet questions-réponses normalement en bas de votre écran. N'hésitez pas à nous poser vos questions directement via cet onglet ou sinon par le chat. Merci Vincent pour cette présentation quand même bien complète sur ce projet. Alors, bonjour Paul. Alors Vincent, une question pour vous. Intervenez-vous dans le 93 pour toi? C'est très intéressant ce que vous dites, on n'a pas évoqué. Oui, j'interviens dans Paris, première couronne. Après, il y a des questions d'équilibre économique. Pour ce type de projet, il est nécessaire qu'on soit sur un marché de la revente, on va dire, à 4 500 € TTC au moins, pour qu'on ait un équilibre économique. Donc, quand on est sur des périphéries, alors nous, on travaille sur, bien sûr, la première couronne, on a des sujets en première couronne, mais on peut aller un peu plus loin. Plus on s'éloigne, plus on a besoin de créer de la surface. C'est-à-dire que pour que l'équilibre économique fonctionne, à Paris, par exemple, on peut se contenter d'opérations de 200 mètres carrés ou 300 mètres carrés, c'est-à-dire 2 ou 3 logements. Mais plus on s'éloigne, plus on doit avoir 5, 6, 10, voilà, 10 logements, c'est-à-dire une surface beaucoup plus importante pour pouvoir absorber le coût général de l'opération. Et que surtout, les copropriétaires récupèrent, on va dire, un gain intéressant. En sachant que dans Paris ou dans les grandes villes, Paris, Lyon, Bordeaux, sur lesquelles on travaille, les copropriétaires ont un peu plus de chance parce qu'ils ont à la fois un gain financier et à la fois un gain nature. Parce que le marché est extrêmement haut, comme vous le savez. Sur d'autres communes où le marché économique est plus bas, on peut équilibrer. Donc, c'est généralement soit que du travaux, soit une quote-part en numéraire. Mais voilà, l'équilibre est beaucoup plus complexe. Mais ça peut se faire. Je vous dis, la contrainte, c'est la taille de l'opération. Il faut qu'il y ait un certain volume pour qu'économiquement, ça puisse marcher.
Voilà. Ok, parce que là, il est sur le Rassis. Voilà. Ça peut fonctionner. Après, il faut qu'on étudie, il faut qu'on regarde le volume et les contraintes aussi de la copropriété, les travaux à réaliser dessus. Voilà, Voilà. donc c'est au cas par cas finalement. Alors, Oui, il y a 200, ces deux logements de 110 mètres carrés. ok, donc la question de Leslie était, est-il possible de connaître la surface de plancher de l'opération et le coût des Oui, travaux? alors le coût des travaux, ça c'est très important parce que d'ailleurs les copropriétaires me disent vous allez construire à temps et puis vous allez vendre temps et donc tout le reste c'est dans votre poche. Mais c'est pas si simple. Le coût des travaux, il faut bien expliquer également le coût des travaux, on va dire sec, les aléas et tous les honoraires qui vont derrière, entre autres les honoraires d'architecte, parce que c'est peut-être un architecte qui me pose la question. En moyenne, le coût de travaux sec, qu'on appelle, est de l'ordre de 2500 € du mètre carré habitable. Ensuite, vous doublez facilement avec tous les honoraires de gestion de dommages, ouvrages, etc. Donc, vous arrivez à 5000, sans compter les aléas. Donc, c'est pour ça que le marché doit permettre d'absorber le coût quand vous êtes sur une échelle beaucoup plus grande. C'est un peu plus cher que le marché de la transaction, enfin de la construction standard, où on est plutôt à 1900 € du mètre carré. 2000, on est un peu plus cher en surélévation parce qu'on peut avoir des reprises. On peut avoir les processus constructifs en ossature bois sont pas encore bien développés. Donc voilà, au fur et à mesure, on arrivera à maîtriser les coûts. Et il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent bien sûr à l'industrialisation du processus pour limiter les coûts de ce type d'opération. Très bien, merci Vincent. Est-ce que la copropriété peut proposer son propre architecte? Alors, super, c'est une très bonne question. Nous, on travaille sur les projets en équipe projet. Donc, ça veut dire que, bien sûr, je suis chef d'orchestre, on va dire, mais il y a les architectes, les bureaux d'études, enfin, différents intervenants. Et dans le processus, moi, j'inclus les copropriétaires. C'est-à-dire que les copropriétaires, ils participent aussi au permis de construire. C'est pas j'achète un droit de surélévation et je fais ce que je veux. C'est-à-dire qu'avant de déposer le permis, on travaille, on regarde, on travaille avec eux sur l'aspect aussi programmation. Quel type de logement souhaiterait les copropriétaires par rapport aux différents voisins qui vont avoir, des nouveaux voisins, etc. Donc les architectes qui sont amenés par des copropriétaires, oui, on le fait s'ils s'entendent bien avec eux, uniquement. Voilà. Sinon, on le fait pas. Ok. Donc, une fois de plus, ça, c'est au cas par cas, hein. Oui, c'est au cas par cas, mais il n'y a pas de blocage là-dessus. Super. Est-ce que la propriété… Alors, Alors, comment réussissez-vous à financer les études de faisabilité géotechnique, etc. Et quel est votre taux de transformation entre la faisabilité réalisée et les opérations réellement lancées? comment on finance on les finance en fonds propres. Euh, donc, c'est à risque. En sachant que quand je me lance dans une opération, je suis à 80% sûr que ça va fonctionner. Après, c'est un calcul de risque, hein, mais on appelle ça les risques d'engagement. Quel est votre taux de transformation entre les faisabilités réalisées? On est sur 8 sur 10 en accord, même 9 sur 10. Lorsque ça bloque, c'est soit du coup les copropriétaires, je sens qu'il y a une tension entre eux, parce que c'est très rare d'avoir un vote complet, donc il y a souvent des tensions entre eux, et donc là on laisse redescendre et on revient à un autre moment. Donc j'ai pas envie de forcer, donc on laisse s'apaiser. On a eu le cas sur un sujet où on a même eu un vote, et puis du coup après il y a eu des tensions entre les copropriétaires, donc on a préféré voilà, attendre l'opération pour l'instant. Et les copropriétaires, c'est ça que je souhaite aussi préciser, ils sont tous motivés pour faire ce type d'opération. Enfin, ce que je rencontre, la plupart sont extrêmement motivés. Ce qui bloque, c'est la pédagogie, c'est la communication, c'est l'explication claire de ce type de montage et d'opération. Ils ne sont pas contre. Ils sont pas contre, et puis ils comprennent leur intérêt aussi financier, économique et de rénovation énergétique. Donc là-dessus, il n'y a pas de, il y a pas de problème, hein. Voilà. J'espère Ok, avoir éclairé, Mira. ok, super. Alors, je vois qu'il y a une question dans le chat également. Le fait que l'on soit sur une construction bois abaisse le prix au mètre carré et peut-on connaître le prix à la vente des deux futurs logements? Oui, je me mets. Ils sont en dessous de 12 000 euros. Ils sont moins chers que le marché du neuf et ils sont sur la fourchette haute du marché De de l'ancien. l'ancien. Voilà. Ok.
je prône aussi, voilà, j'essaie de me battre contre la spéculation. Contre la spéculation. Et pour être clair avec vous, moi, j'engage à des marges opérationnelles de l'ordre de 10 à 12%, qui sont des marges, on va dire, standards. Je ne suis pas sur des marges à 25 ou 30% comme certains marchands. Voilà, pour être clair. Très bien, merci pour cette précision. Et donc là, on avait, je pense, une question sur l'étude de faisabilité, je pense. Alors, oui, bonjour, pouvez-vous faire une surélévation? Vous faites une étude de terre pour savoir s'il peut tenir. Oui, oui, alors on fait des. Bien sûr, c'est obligatoire, hein, parce que je ne vais pas faire une surélévation si j'ai un doute là-dessus. Donc, il y a des études de fondation. Donc, pour voir si les fondations aujourd'hui peuvent supporter le bâtiment. Donc, c'est ce qu'on a fait sur le 15e, donc il n'y a pas de problème, ça supporte. Et également, on analyse le volume, la structure du bâtiment en lui-même. Entre autres, sur le 15e, on a un grand mur de refend qui est très épais, qui permet de porter énormément de la charge. Et les murs en périphérie sont en briques, donc ils supportent beaucoup. Et on a un niveau de sous-sol aussi complet. Donc, bien entendu, on regarde. Donc, après, c'est soit de l'injection, soit des semelles. On privilégie quand même l'injection, c'est plus simple. Mais voilà, on calcule, bien entendu, et c'est nécessaire, c'est obligatoire. Sans ça, moi, je ne fais pas l'opération si j'ai un doute. Hein. Voilà. Très bien, merci pour cette précision, Vincent. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors moi, peut-être j'en ai une, un peu comme ça, plus par curiosité. Mais actuellement sur Paris, donc on voit quand même pas mal de projets passer en cours de réflexion, ou même nous, on nous appelle pour savoir comment ça se passe pour se lancer dans un projet de surélévation. Actuellement sur Paris, combien de projets, en tout cas, combien de projets sont en cours de ton côté, Vincent, Alors, sur la surélévation? alors, sur Paris, on en a une dizaine en études, enfin, dont la moitié en accord signé. Euh, D'accord. et en première couronne aussi, Montrouge, Clichy, on travaille là-dessus. Les surélévations aujourd'hui dans Paris, 95% des surélévations qu'on peut voir ou sur lesquelles on a communiqué, c'est soit des bailleurs sociaux qui ont fait des surélévations parce qu'ils ont leur parc, et donc c'est beaucoup plus simple parce que c'est eux-mêmes qui créent leur accord, et c'est très bien. Des marchands ou des professionnels qui achètent un actif complet, c'est-à-dire un R+2, ils le désossent, enfin, ils le conservent, ils surélèvent et ils créent une valorisation de cette manière-là. Ça, il y en a pas mal. Et ensuite, vous avez les propriétaires du dernier étage qui avaient acheté avant ou qui ont négocié et qui créent, eux, leur duplex, leur appartement, une extension de leur appartement. Mais en copropriété, comme dans le 15e, il y a, à ma connaissance, il y a très peu, il y a peut-être 2-3 opérations qui ont été réalisées. Enfin, c'est très rare. C'est vrai qu'on pose pas mal la question, mais on ne voit pas pour autant énormément Bien de sûr, projets sortir, hormis effectivement c'est ça. celui de dernier étage qui rachète le droit surélevé et puis qui fait un duplex finalement. Mais Ça. Et pour la simple et bonne raison que, j'insiste là-dessus, c'est que la communication euh, professionnelle et publique, hein, les deux, n'est pas claire vis-à-vis des copropriétaires. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas s'ils doivent vendre leurs droits, comment ils le vendent, est-ce que l'argent, etc., comment ils vont faire pour rénover leur... Enfin, c'est pas clair. Et là-dessus, je vais m'y atteler fortement pour faire des réunions d'information, pour expliquer justement le montage juridique, comment se monte ce type d'opération, expliquer quand cédant simplement son droit de surélévation, c'est déjà beaucoup plus intéressant parce qu'ils gagneront plus d'argent au final, parce que beaucoup se disent, bah, tiens, si je fais moi l'opération, je vais gagner plus. Mais non, parce qu'aujourd'hui, vous avez quand même un avantage fiscal. Alors j'espère que le gouvernement va le reprolonger. Ça fait 3 fois qu'ils l'ont prolongé, qui consiste à exonérer la cession du droit de surélévation au niveau de l'imposition pour les copropriétaires dans le cadre de création de logements. ok. Bon, derrière, ils s'y retrouvent de toute façon au niveau de la cession en TVA, etc., au niveau gouvernemental, donc ça peut s'équilibrer pour eux, il n'y a pas de problème. Et si l'opérateur, si une copropriété fait elle-même son opération, déjà c'est très compliqué parce qu'il faut créer une société, etc. Et du coup, il y a une imposition quand même sur ce type d'opération. Donc l'imposition qu'elle va avoir sur le gain financier, au final, fait qu'elle gagne quasiment la même chose que si elle vendait son droit de surélévation. Voilà. Je sais pas. Ok, Voilà, mais ça, je pourrais vous expliquer si vous voulez un jour. ok, ça marche. On a reçu quelques questions depuis. Donc, vous évoquiez une vente en état de futur d'achèvement.
comment faites-vous pour identifier les acheteurs potentiels et combien de temps devrait prendre la construction? C'est une Oui, question alors, de... oui, je commercialise en VFA et Valerti a pour vocation également d'être commercialisateur de projets. Donc, on est promoteur, opérateur et on commercialise nous-mêmes les logements que l'on crée. En sachant que j'en parle bien entendu aux propriétaires de la copropriété en priorité. Enfin, de toute façon, ils sont au courant. Comme quand même, ils sont un peu prioritaires sur le type de projet. Et la deuxième question, c'était quoi? Enfin, le complément, c'était comment j'ai... Combien de temps devrait prendre la construction? Alors, je pars sur 10 à 12 mois, mais je sais que ça sera beaucoup plus court, mais je préfère partir sur un délai de 10 à 12 mois. Ok. Donc, d'ailleurs, en parlant de construction, on avait une autre question sur l'étude des différentes solutions constructives, donc type CLT, structure métallique, maçonnerie, Oui, avant le choix finalement du oui, bois. oui, oui, oui. Alors, il y en a deux principalement que j'étudie à chaque fois, c'est bois et structure métal. Ok. Voilà. Parce que CLT, finalement, ça se fait aussi, c'est une méthode, enfin, c'est quand même pas mal utilisé, notamment pour les bâtiments en bois. Oui, ouais, Parce que, je ne l'exclus pas, hein, mais aujourd'hui, je privilégie l'ossature bois. Le CLT, c'est dedans aussi, on l'attaque dedans, hein, dans l'ossature bois, enfin, c'est la même famille. ok, ça va. Voilà. Alors, êtes-vous parfois confronté à des cas de copropriété qui demandent des clauses de retour à meilleure fortune? Si l'opération coûte moins cher que prévu, redistribution d'une partie de la marge à la copropriété et comment gérer Hmm. ce type de demande? Alors, euh, c'est pas forcément comme ça que je l'indique, mais oui, vu que je suis dans une stratégie on va dire de partage de richesse, c'est pas une clause de meilleure fortune sur le coût de construction, hein, sur les travaux, parce que les travaux, c'est quand même, il y a des aléas. C'est sur la constructibilité. C'est-à-dire que moi, quand on valorise un droit sur élévation, comme je vous ai expliqué, on calcule donc des étages, un volume, etc. Donc on a un volume et des mètres carrés qui permet de déterminer la valeur. Et j'explique et on indique dans la promesse de vente que si je construis plus que la valeur indiquée, bien entendu, il y a un complément de prix qui sera versé à la copropriété. Après, sur la partie travaux, moi j'ai mon enveloppe. Les copropriétaires comprennent très bien que si je construis moins cher, ils ne vont pas me demander de leur verser quelque chose parce que si je construis plus cher, ils ne vont pas me demander de leur verser moins. Donc, il y a une cohérence là-dessus. Ils comprennent que le coût de construction, il est dès le départ fixé, mais on peut avoir un imprévu comme tout chantier. Voilà. Mais là-dessus, on ne revient pas. C'est sûr, par contre, c'est sur la constructibilité que là, on met des compléments et c'est normal. Voilà. Ok. Alors là, j'espère qu'il a bien répondu à votre question. N'hésitez pas si vous en avez d'autres. Ok, donc c'était parfait pour Spécial. vous. Alors, je n'ai pas précisé, mais bien évidemment, la présentation sera envoyée par mail ainsi que le contact de Vincent. Ce sera également disponible en replay sur notre chaîne YouTube. Je vous ai mis le lien dans la présentation. Vous pouvez retrouver l'intervention d'Alexandre Reynaud, donc, qui a eu lieu au mois d'avril dernier. Total. Alors, êtes-vous ouvert à la réalisation de projets en copromotion? Oui, oui, oui. Ça dépend des partenaires. Après, il faut qu'on soit dans les mêmes valeurs, on va dire, humaines et, voilà, et d'approche. Alors, si vous avez peut-être une idée en tête, n'hésitez pas à en faire part. Après, les architectes, j'ai rencontré des architectes qui ont essayé de se lancer sur ce chiffre. Je pense qu'il y a beaucoup d'architectes qui regardent, qui ont essayé de se lancer sur ce créneau-là. C'est compliqué parce que, bon, moi, je ne suis pas architecte, donc chacun ses casquettes, on va dire, et moi, je respecte beaucoup le travail d'architecte. Mais un architecte, ce n'est pas un promoteur. Et les copropriétaires, les copropriétés, ça, c'est quelque chose aussi dans le message il faut être clair là-dessus. Parce que ils n'arrivent pas forcément à faire la distinction. Donc, il faut faire attention dans la communication quand vous faites des faisabilités ou quand vous avancez sur des sujets comme ça.
bien leur expliquer que vous n'êtes pas un promoteur, quoi. Voilà. Parce que ça perturbe le message et ça perturbe les compréhensions auprès des non-sachants. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas, surtout, on est là pour échanger, que ce soit peut-être sur un projet ou si vous avez rencontré parfois des difficultés de communication avec les copropriétés Alors, ou les services d'urbanisme. Donc, sur quels critères basez-vous le choix de la solution technique et est-ce le faire en concertation avec le réseau d'entreprise? sur quel critère basez-vous le choix de la solution technique? Alors, le premier impact pour moi, c'est la sécurité de la structure. Donc, je vais chercher la solution technique qui me sécurise au maximum la structure existante et la facilité de la mise en œuvre. Donc, ça, c'est le premier point. Euh, le coût, bien sûr, il est essentiel, mais c'est pas mon point de départ. Mon point de départ, c'est comment je sécurise le montage de l'opération au niveau structurel et au niveau des gens qui vont être en dessous euh, et la mise en œuvre. Après, la concertation avec un réseau d'entreprise, il n'y a pas forcément. Enfin, j'ai rencontré des groupements là, d'entreprises qui font de l'ossature bois, CLT, etc. Je réfléchis à mettre en place un système justement où je pourrais les consulter ensemble d'un coup. Voilà. Mais là, généralement, j'ai identifié 3-4 entreprises avec qui je m'entends bien sur l'aspect humain aussi, c'est très important. Ils ont les mêmes valeurs que Valerti. Au niveau de l'échange avec les copropriétaires, également, ils passent des messages positifs et rassurants. Donc, c'est des gens, voilà, on va dire positifs. Donc, pour l'instant, je travaille avec eux. Après, il n'y a pas d'exclusivité. Ouais. Alors, c'est Et arrivé. je crois qu'on avait une deuxième question. Alors, ça, c'est bon. Alors, Comment gérez-vous la mise hors d'eau, hors air pendant le démontage de la toiture? C'est souvent une grosse crainte pour les habitants du dernier étage. Et prévoyez-vous une période de relogement? alors, tout dépend de la toiture. Dans le 15e, on a une toiture sous pente, donc des petits combles où dedans, il y a pas mal de entre des cumulus qu'on va redescendre. Là, on va utiliser la méthode du chapeau. Donc, on va monter un échafaudage un peu spécifique. Je vous enverrai, je ne vous donne pas tous les éléments parce que vous aurez l'effet de surprise, qui va permettre de couvrir. Et au fur et à mesure qu'on va démonter la toiture, on va étancher également. On va créer d'abord on va dire un faux plancher de protection et on va grignoter la toiture et en même temps, on va l'isoler au fur et à mesure, mais sous chapeau. Quand on est sur des toitures terrasses, c'est beaucoup plus facile, ça nous arrive sur des sujets. Et là, on peut traiter avec le chapeau aussi pour l'étanchéité, mais on n'a pas de démontage à faire, donc c'est beaucoup plus simple. Oui, dans mon bilan prévisionnel, je prévois un budget aléa, on va dire, pour les relogements au cas où il y a un pépin. Ok. Alors, Paul avec une question. Alors, donc, est-ce qu'un projet est bien viable si le coût de revente au mètre carré est au minimum de 4 500 euros? TTC. Alors, sur des surfaces, il faut au moins créer, on va dire, 600 mètres carrés de surface de plancher. Je vous donne un exemple. C'est le marché lyonnais, par exemple, où on est à 5 000 euros en moyenne sur les opérations. Et les opérations qu'on développe ou sur lesquelles on finalise les accords, on est sur 600 mètres carrés et là, ça marche. C'est juste, mais ça marche. Sur Paris, c'est différent. Voilà. Ok, donc une fois de plus, Paul, c'est vraiment au cas par cas et je pense que ça mériterait aussi d'être étudié si vous avez des copropriétés au Vinci ou autres en Île-de-France. Super. Alors, on peut prendre encore deux dernières questions, commentaires, précisions.
vous souhaitez avant de conclure? Alors, y a-t-il un risque que le projet de surélévation que vous avez fait voter soit racheté par un copropriétaire du dernier niveau? Alors, c'est très bien, très bonne question, qu'on nous pose aussi au niveau des copropriétés. Avant la loi Allure, il y avait les propriétaires du dernier étage qui avaient ce fameux droit de blocage. Et donc, ils pouvaient dire, si tout le monde votait, eh ben, moi, je lève la main, je bloque l'opération et c'est terminé. Ils ont passé ce droit en droit de priorité au niveau de la loi qui dit, pour faire simple, les propriétaires du dernier étage, ils ont priorité sur la cession des lots qui sont créés. Alors, c'est assez large. Nous, on purge ce droit de priorité de deux manières. Quand on fait notre promesse de vente, on envoie la promesse de vente aux différents propriétaires du dernier étage en disant, vous avez vos droits de priorité, vous pouvez acheter le droit de surélévation à la place de Valerty, mais aux conditions de Valerty quand même. C'est-à-dire que vous apportiez les mêmes garanties aux autres copropriétaires. Ils ne se positionnent pas à ce moment-là, et une fois que le droit est purgé, ils ne peuvent plus revenir dessus. Également, moi, je leur propose d'acheter les appartements du dernier étage, vu qu'ils sont au dernier étage, en priorité. Et pareil. Mais ce droit de priorité, il est purgé dès le départ, c'est-à-dire il est purgé juste après le vote. On fait le vote d'Assemblée générale, on a le procès verbal, on peut signer la promesse de vente avec le procès verbal, c'est obligatoire, c'est une pièce obligatoire. Et à ce moment-là, on a 2 mois pour purger le droit de priorité pour les propriétaires du dernier étage. Voilà. Ok. Alors, question de Didier. Sur un toit en pente en dernier étage, peut-on surélever en laissant le locataire en place? Du coup, l'étage sous toit habité initialement, dernier étage, aura toujours une configuration type commun. Alors, je prends la première partie. Sur un toit en pente, au dernier étage, peut-on surélever en laissant le locataire en place? On a le cas on a le cas. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que vous avez les combles aménagés. Euh, Moi, je privilégie de reloger. Techniquement, on peut le faire. En fait, on crée une coque qui prend on va dire, qui englobe la toiture existante. En plus, ça fait gagner de la hauteur du coup à la personne qui est en dessous. Et on démonte après à l'intérieur de l'appartement. C'est-à-dire que l'appartement est couvert. Donc ça peut se faire. On crée la surélévation. Euh, on a regardé un sujet là-dessus. On regarde si on peut le faire en créant des fenêtres. Et du coup, la personne gagne de la hauteur sous plafond sur sa partie haute. Oui, donc généralement, dans ce type de cas, la personne est relogée, en tout cas temporairement. L'intervention est plus courte. On crée un clos et puis on intervient pour démonter l'intérieur. L'intervention est plus courte. Et du coup, elle gagne de la surface sous hauteur sous plafond. Ensuite, du coup, l'étage sous toit habité initialement, dernier étage, non. Alors oui, parce que je vois ce que ce monsieur veut dire. C'est oui, Didier. Donc, soit on englobe et on laisse tel quel, et du coup, forcément, il a toujours sa configuration sous pente avec la coque qui vient par-dessus. Soit on fait la coque en intégrant des fenêtres sur les côtés ou sur une rue. Et là, on peut lui enlever la toiture et le faire remonter au niveau de sa hauteur sous plafond. Tout dépend de la complexité du sujet, mais les deux sont possibles. Mais l'idée, c'est pas d'avoir une coque qui vient englober avec entre les deux de l'air ou un Ouais, vide. c'est ce que... ouais. On réfléchit au-dessous. Voilà. Ok. Merci. J'espère que Didier, on a répondu à votre question. N'hésitez pas à nous dire si c'est bien le cas. Après, moi, je travaille beaucoup avec des architectes, des jeunes architectes aussi. Je préfère, enfin, d'un côté, ils sont beaucoup plus spontanés, très créatifs. Et donc, ils apportent souvent des solutions techniques comme ça pour des cas bien précis. Euh, oui, chaque cas est un peu unique, hein, surtout quand on a des toitures, toitures sous pente. Sur les toitures, toit terrasse, c'est beaucoup plus simple à la mise en œuvre. Super. Merci Vincent pour l'ensemble de ces précisions. Merci à vous d'avoir assisté à notre solution pro, donc sur élévation avec une jolie opération dans le 15e arrondissement. N'hésitez pas à nous faire remonter si vous avez d'autres questions, que ce soit à moi-même ou à Vincent. Vous aurez
l'ensemble de ces coordonnées dans le mail. Merci à vous d'avoir assisté. Merci Vincent d'avoir répondu positivement Merci à à tous. notre invitation. Pour ma part, je donne rendez-vous la semaine prochaine pour un solution pro sur le DTG, donc le diagnostic technique global, avec Florian Forbach de l'Agence parisienne du climat et Camille Morel, pardon, de l'ARC. Merci à vous, bonne fin de journée. Merci Vincent. Merci beaucoup. À Au revoir. bientôt, au revoir. Au revoir.